Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, que fais-tu pendant ces 2 mois avant le départ ? Je vais approfondir les recherches sur l'Ankh de sang. Très bien, le lot numéro 1. Tu apprends donc... déjà, tu regardes un petit peu le texte de base qui la présente. On te parle d'un objet qui date quand même de 550 avant Jésus-Christ, 23 cm de haut, 10 cm de large, composé d'un alliage de cuivre et d'argent et porte des signes hiératiques intraduisibles sur le devant. L'arrière presque vierge, mais il y a des traces de marquage quand même, et qui est donc connu sous le nom de l'Ankh de sang, avec une enchère minimum de 100 livres sterling, ce qui est quand même beaucoup. Tu passes donc un petit peu de temps à chercher, à fouiller, étant donné que tu es à Harvard et que c'est ta spécialité, tu peux quand même demander à pas mal de gens, et tu trouves que l'Ankh est donc passé successivement entre les mains de plusieurs collectionneurs privés. Et tu sais que au XIVe siècle, Theosophus Magnus, un sorcier, aurait utilisé cet objet comme accessoire pour invoquer les démons et les convoquer. Et elle a disparu lorsqu'il est mort sur le bûcher en 1371. Tu sais aussi que son nom, l'Ankh rouge, l'Ankh de sang, vient du fait que une femme aurait assassiné des enfants et qu'elle aurait trempé l'Ankh dans leur sang afin de lui conférer des propriétés surnaturelles. Ça date, tu ne sais pas quand exactement. Mais c'est une autre référence à l'Ankh de sang. Très bien. Je recherche aussi quelques coutumes et une histoire générale de l'Autriche. Bon, l'Autriche est un vieux pays, peuplé par les Celtes, évidemment. Il y a eu l'Empire romain qui est passé, l'histoire en fait un petit peu classique de tous les pays d'Europe. Et voilà, après tu sais que c'était un empire pendant un temps, justement jusqu'à il y a peu de temps en fait finalement. Et du coup maintenant tu sais simplement que c'est un pays qui est en train de se reconstruire et que il y a la première République d'Autriche qui est en place depuis 1919. Yep, ok. Par rapport aux mœurs locales, tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de compositeurs, beaucoup d'artistes qui sont là-bas. C'est une ville, Vienne, qui a un impact artistique énorme. Une très belle ville. C'est à peu près tout ce que tu vois, hein. Tu n'es pas spécialisé là-dedans. C'est des recherches générales. Tu continues un petit peu de chercher tout ça, et puis le 2 mai finit par arriver très vite. Célia, que fais-tu pendant ces 2 mois qui te séparent de la date du départ ? Déjà, j'aimerais faire quelques recherches parce que je sais que Vienne a une des plus anciennes universités de médecine. En tout cas, c'est ce qui me semble. Tout à fait. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques là-bas. Alors, c'est pas exactement les mêmes spécialités que les miennes, mais ça se rejoint un peu. Je sais qu'il y a eu du travail sur les allergies, et je sais qu'ils ont des dentistes excellents, il me semble, mais ça m'intéresse beaucoup, l'histoire de la médecine. Donc je recherche un peu pour savoir ce qu'il y aura à voir là-bas, ce que je pourrais faire si jamais j'ai du temps libre. J'apprends même quelques termes médicaux en allemand, alors peut-être que ça me servira pas à une vente aux enchères, mais
ça m'intéresse. Je pense qu'effectivement, tu peux passer à pas mal de temps. Tu as suffisamment, on va dire, de collègues, de confrères de par le monde pour pouvoir apprendre un petit peu plus, soit sur des lieux de recherche et des lieux touristiques, dirons-nous, médicaux, qui sont intéressants, et puis aussi pour connaître des termes qu'on va t'apprendre, qui sont des termes peut-être liés à ta spécialité ou à la médecine en général, en allemand. Parce que si je peux prendre contact et rencontrer des collègues là-bas, soyons sûrs que je le ferai. L'autre chose que je fais, c'est que j'essaye d'en apprendre plus sur comment fonctionnent les ventes aux enchères. Je sais que la petite amie de ma sœur d'ailleurs, Marissa Avrel, vient d'une grosse famille américaine, mais ils sont littéralement millionnaires, donc j'estime qu'elle a peut-être voyagé en Europe, qu'elle peut peut-être m'en dire plus sur ce genre de milieu, et si elle ne peut pas, elle saura sans doute me trouver quelqu'un, parce que j'ai pas envie de faire tâche. Elle t'explique un petit peu, alors déjà, t'en apprends pas mal sur le fait que oui, toi, tu te serais pas habillé comme il faut, en fait. T'aurais pris un vêtement qui aurait été soit jugé trop cheap, trop pauvre, soit trop voyant. Et du coup, effectivement, hein, tu as beau être aisé, voire même un peu riche, tu n'es pas au niveau... Là, on parle plus de noblesse qu'autre chose, hein, et donc on a un niveau qui est quand même assez élevé. Donc, elle te donne des conseils vestimentaires sur ce qui se fait en Europe, voilà, notamment des choses qui se font, alors, honnêtement, plus à Paris, mais quand même une mode assez avant-gardiste. Et puis, elle t'apprend, pareil, comment il ne faut pas toucher les objets, par exemple. Alors, ça peut paraître évident, mais elle dit il y aura quelqu'un, en fait, qui est là et qui peut te montrer l'objet. Tu peux demander à ce qu'il touche l'objet pour voir si c'est creux, pour voir si machin. Lui, il fera, mais c'est surtout pas à toi de le faire. Et il faut absolument pas le faire. Sinon, c'est quelque chose d'assez important. L'autre chose qu'on t'apprend, c'est que y a souvent des dîners mondains avant, et que pendant le dîner, c'est mal vu de pas parler. Mais faut pas trop parler. Enfin, tu sais, elle t'apprend ce genre de règles un petit peu antinomiques à elle-même, et tu essayes de suivre un petit peu. Tu vois, bon, elle t'apprend les fourchettes, les cuillères, les machins et tout ça, les verres. Le fait que, bon, voilà, le champagne coule à flot et que faut pas hésiter à en boire, mais que, attention, parce que ça tape vite. Enfin, elle t'apprend beaucoup trop de choses. Ça la passionne. Et en même temps, tu vois, elle est très enjouée. Eh ben, tu sais quoi, ça me fait très plaisir d'apprendre à la connaître mieux, et ça me fait plaisir qu'elle ait accepté de m'aider aussi, parce que c'était une demande un peu étrange. Mais je pense que c'est ça le truc, c'est que je pense que personne lui a fait cette demande, et que d'une certaine manière, elle t'utilise un petit peu comme une poupée, tu vois ce que je veux dire, pour t'apprendre le truc. Et honnêtement, son ton est un petit peu condescendant des fois, mais on sent que c'est avec une bonne volonté derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est jeune, elle est enjouée, c'est pas très grave. Tant qu'elle est, sympathique avec ma sœur aussi, ça ne me dérange pas. Oui. De toute façon, elle n'est pas agressive dans son comportement ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, ça fait ressortir son côté un peu snob. Et d'ailleurs, elle t'apprend un petit peu à avoir cette attitude snob, parce qu'elle dit que c'est très important. Je prends bien note de tout, surtout sur les conseils vestimentaires et pour les bijoux, etc. Est-ce que je porte, mais parce que j'ai des bijoux, par exemple. Elle te conseille lesquels porter, certains à pas mettre. Et notamment, elle te fait, elle regarde ta bague et elle fait pas idéal. Elle est un petit peu trop. Elle sait pas dire les mots exacts, mais elle te dit que ouais, non, faut mieux éviter. Je mets protectivement ma main sur ma bague et je dis je comptais pas l'emmener à Vienne de toute façon. Du coup, je prends note des conseils qu'elle me donne et je me dis que ça va peut-être être très cher quand même d'aller acheter des vêtements, et que je vais... Alors, et elle te dit un autre truc, c'est qu'elle te dit... Ah, puis pareil, hein, le coût de la vie là-bas, c'est pas cher, mais c'est peut-être plus cher que ce que tu penses. Encore une fois, une explication extrêmement claire, comme elle en a l'habitude. Et
pense qu'elle parle de la différence de monnaie, en fait, tout simplement, entre le dollar, la livre sterling et la couronne autrichienne qui existe toujours, malgré tout, hein, dans le pays, mais qui ne sera pas utilisée dans vos Qui échanges. n'existera bientôt plus. Ah ben, elle est encore en cours en 1923. Très bien. Eh ben, écoute, je prends note de tout ça et j'essaie de prévoir un peu d'argent pour pouvoir acheter une tenue quand même correcte là-bas. Mhm. Je sais pas s'il nous fournit de l'argent pour ça ou pas du tout. Non. Ouais. Du coup, je vois quand même si j'ai pas des trucs dans mon placard qui peuvent faire l'affaire, etc. Et je prends des notes pour répéter aux autres ce qu'elle m'a dit sur les ventes aux enchères. Et ce qu'elle m'a dit un peu sur l'étiquette, vaguement parce que... Mais je fais de mon mieux et oui, j'envoie des courriers à tout hasard à des confrères en Autriche. J'avoue que je suis, le côté occulte pour moi, là, c'est pas le côté principal, c'est un nouveau voyage. C'est un nouveau... une nouvelle distraction presque. J'oublie quasiment le côté occulte de tout ça, volontairement. Très bien. Tu donc envoies les courriers, tu prends des notes, fais un peu le tri dans quels vêtements prendre, quels bijoux prendre, et puis finalement la date du 2 mai arrive assez rapidement. Luca, que fais-tu des 2 mois qui te séparent du 2 mai? J'ai envie de contacter mon frère pour pas qu'il puisse me reprocher une absence en Europe. Et en vrai, peut-être j'ai aussi envie de lui partager le fait que en fait, je vais en Europe et que je suis peut-être un petit peu excité aussi par ça. Bien évidemment, je vais aussi en parler à mon grand-père pour préparer le départ, m'assurer que Liam prenne un peu mon relais et peut-être aussi profiter de la conversation que j'ai avec mon frère pour m'assurer qu'il prenne des nouvelles du grand-père à distance. Ton frère comprend l'effort, qui plus est, en plus, tu as fait appel à lui par rapport à l'amicale, etc. Donc vos liens se sont améliorés, dirons-nous un petit peu. Et tu sens quand même à son ton qu'il fait un effort pour accepter le fait que tu fais un effort. Tu vois, donc voilà, ça reste positif, même si c'est pas non plus de la franche camaraderie. Ça reste sympathique. Et puis ton grand-père, lui, est tout excité à cette idée que tu partes de nouveau. Il te donne des conseils, mais tous ces conseils sont absurdes, puisque ces conseils concernent du coup la Sicile des années 1800. Donc forcément, et puis surtout la Sicile populaire. Donc quelque chose qui est à littéralement des milliers de kilomètres de la réalité en 1923. Dans la bourgeoisie et la noblesse. Je lui fais part aussi de l'échange que j'ai eu avec Sor Martine et je le préviens aussi. Je l'ai pas dit aux autres, mais je pense que je suis un petit peu quand même inquiet d'être entouré de personnes qui vont être tellement à des années-lumière de qui nous sommes, ce côté très populaire, pauvre. Je lui parle de ça aussi. Et en vrai aussi, je me renseigne sur le port d'armes à l'époque, là-bas dans ce pays. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien emporter une arme, si je le peux légalement. Tu trouves des informations un peu conflictuelles. C'est-à-dire que, oui, en fait, c'est un pays un petit peu en grand changement depuis la guerre. Et du coup, tu vois que c'est toléré. En gros, tu penses pas avoir de problème avec une arme, une petite arme. Si tu te balades avec un fusil dans la rue, c'est autre chose. Mais ça semble toléré. Et bon, tu peux la tenter. Ok, je le tenterai du coup. Et je souhaiterais aussi faire des recherches sur du coup le lot numéro 10 du catalogue qui en fait parle des bâtons de Yi Jing. Tu fais un peu de recherche là-dessus et bon, ça a pas l'air d'être des bâtons. Alors peut-être que ceux-là sont particuliers, mais ce sont des bâtons qui sont vraiment utilisés donc pour de la divination. Et donc il y a plusieurs manières de les lire, plusieurs manières. Vois ça un petit peu comme le tarot ou les runes. C'est un bel objet de collection, mais il n'a pas l'air d'être marqué, en tout cas d'une aura occulte, au-delà du fait qu'il serve à quelque chose qui
est un petit peu ésotérique, effectivement, la divination. Mais c'est un bel objet, en tout cas. Et je pense de manière un peu dilettante, et peut-être aussi pour une espèce de pas de bonne conscience, mais pour voir si ça marche, ça pouvait marcher, d'apprendre quelques rudiments d'allemand. Très bien. Tu commences à t'y mettre à fond. Tu passes pas mal de temps à apprendre cette langue, à te renseigner, et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as appris en fait des rudiments de danois. Putain, mais quel connard. Car c'est une langue germanique, effectivement, mais ce n'est pas de l'allemand. T'as pas fait attention. Tu t'es plongé dedans un petit peu, comme tu l'as dit, en dilettante, et oui, tu as appris du danois, que tu pourras rajouter à ta fiche personnage. Tu as gagné 2% en danois. Parfait. Donc, Luca est un petit peu dépité, alors que le 2 mai arrive. Le 2 mai arrive. Vous êtes tous les trois de nouveau sur ce port, le fameux port de New York, et vous commencez à entrer, cette fois-ci dans un sublime paquebot. Vous entrez par un ponton qui a été apprêté, et on vous accueille avec une petite coupe de champagne. Vous arrivez dans la première classe. Les gens autour de vous sont tous très bien habillés, présentent très bien, et vous passez un voyage qui est extrêmement plaisant. Déjà, vous partez en mai, donc la météo est un peu plus clémente que lorsque vous étiez parti la fois précédente en mars. Et du coup, eh bien, vous avez pris le temps évidemment de prévenir Ausberghaus, donc le lieu où se passera l'enchère, que vous viendrez. Et donc, vous profitez tranquillement de ce voyage sur les flots. On n'a pas autant besoin des 4 F que la dernière fois. Hein. En vrai, c'est un voyage vachement confortable. Hein. Les 4 F, personne ? Sérieux ? C'était quoi, je sais Faim, plus. froid, frousse, Ouais. et... Non ? Allez. Fatigue. Et du coup, vous ne ressentez aucun de cela. Vous êtes sur vraiment quelque chose d'assez luxueux. La nuit, vous dormez bien. Vous n'êtes pas perturbé par aucune tempête ni rien. Franchement, on peut le dire, ce voyage est une réussite critique. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.